Il s'est figé lorsque la serviette a glissé de mon corps et que je ne me suis pas couverte. Je ne me suis pas excusée. Je n'ai pas fait semblant. Je restais là, nue et respirante, observant le choc dans ses yeux se transformer en quelque chose d'autre. Pas de honte, pas de jugement, juste une présence brute et non filtrée. Et dans ce silence chargé, je l'ai ressenti. Pas comme une mère, pas comme une épouse, juste une femme qui a finalement cessé de se cacher de sa propre faim. Je m'appelle Vanessa. J'ai 43 ans. Et cette histoire ne débute pas par l'infidélité, la luxure ou même la solitude. Tout commence par la logistique. Il y a 3 mois, mon mari Greg a demandé si son fils pouvait revenir vivre avec nous pendant un petit moment. Ellie venait de vivre une rupture, quelque chose à propos d'une petite amie à distance qui a décidé qu'elle avait besoin d'espace, ce qui, comme nous le savons tous, est le code de rupture pour autre chose. Et Greg, étant Greg, nous a proposé notre chambre d'amis avant même de me demander mon avis. Cela ne me dérangeait pas, du moins c'est ce que je me suis dit. Après tout, je n'étais pas sa mère. J'étais simplement la femme qui était entrée dans la vie d'Elia quand il avait 16 ans. Déjà plus grand que moi, déjà renfermé, déjà sceptique quant au rôle que j'étais censée jouer. Il ne m'a jamais appelée maman. Je ne lui ai jamais demandé de le faire. Nous avons été polis au fil des ans, et même chaleureux lors des beaux jours. Il m'envoyait de temps en temps un message d'anniversaire avec un emoji souriant qui ressemblait plus à une ponctuation qu'à un véritable sentiment. Une fois, alors que j'étais malade de la grippe, il m'a préparé du thé sans qu'on me le demande. Il n'est pas resté pour voir si je le buvais, mais le geste m'a surprise. Greg était ravi quand Elia est rentrée à la maison. Notre réfrigérateur contenait à nouveau des shakes protéinés. Notre linge avait doublé. Notre couloir sentait l'eau de Cologne chère et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier, comme du cèdre trempé par la pluie et de l'électricité statique. Au début, j'ai traité sa présence comme celle de n'importe quel autre visiteur. Je portais des robes. J'ai fermé les portes. Je ne me suis pas laissé aller à remarquer à quel point sa voix s'était approfondie depuis l'université, ni à quel point il avait commencé à lire des livres de philosophie au comptoir de la cuisine, soulignant des paragraphes entiers sans jamais changer de posture. Mais la vérité, c'est que quelque chose a changé en moi le jour où il a emménagé. Pas à cause de quelque chose qu'il a fait, mais à cause de tout ce que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Greg et moi étions stables, prévisibles, mariés depuis 9 ans et globalement satisfaits. Nous payions nos factures à temps. Nous plions des draps ensemble. Nous allions chez Costco et achetions des choses en gros. Nous n'avions pas besoin de vitamines, de liquide vaisselle, ni d'ennui. Mais le confort a un côté obscur. Cela émousse vos bords. Cela vous fait oublier ce que l'on ressent lorsqu'on est regardé comme si l'on était dangereux. Et Ellie, il ne m'a pas regardé du tout, ce qui m'a en quelque sorte rendue plus consciente de sa présence que si cela avait été le cas. La maison est devenue plus petite. Ou peut-être que j'ai simplement commencé à remarquer à quelle fréquence nos chemins se croisaient. Le couloir, la buanderie, la porte du réfrigérateur qui s'est ouverte juste au moment où je cherchais quelque chose. Nous échangions de brefs hochements de tête, des salutations polies, mais parfois je le surprenais à détourner le regard trop rapidement, et je ne pouvais pas dire si c'était de l'embarras ou de la retenue. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à me lever plus tôt, à me maquiller avant le café et à porter une robe plus légère. Et si vous me jugez déjà pour cela, cela signifie que vous faites attention. Parce que ce n'est pas une histoire de bien ou de mal. C'est une histoire sur ce qui se passe lorsque vous avez passé trop de temps à être invisible et que quelqu'un finit par regarder dans votre direction. Tout a commencé avec la lessive. Le genre banal. Le genre de choses que vous oubliez jusqu'à ce que vous trouviez des serviettes chaudes dans un panier 2 jours plus tard. Je venais de terminer de plier la dernière feuille quand je me suis rendu compte que je n'avais pas vidé le sèche-linge. Et par « réaliser », je veux dire que j'ai entendu la porte s'ouvrir, le grondement sourd de la main de quelqu'un d'autre retirant un tissu qui ne lui appartenait pas. Je suis entrée dans la buanderie pieds nus, ma robe nouée lâchement à la taille, les cheveux humides d'une douche que je n'avais pas prévue, mais dont j'avais en quelque sorte besoin. Et il était là, Elia, debout, tenant un de mes camisoles dans sa main comme s'il était radioactif. Au début, il n'a pas parlé, il m'a juste jeté un coup d'œil et a rapidement baissé les yeux, les joues rouges. « Je ne le voulais pas », a-t-il commencé. « C'est juste du linge sale », dis-je en essayant de paraître imperturbable. Mais ce n'était pas le cas. Pas vraiment, car le caraco était en soie. Et la soie suggère par nature quelque chose de plus doux, quelque chose destiné à la peau, pas au tri. Et la façon dont il le tenait, le pouce effleurant la couture, les doigts légèrement serrés, m'a dit qu'il ressentait cela aussi. Je m'avançai, le pris doucement par la main, et pendant une seconde, nos doigts se touchèrent. C'était tout ce que c'était, un simple contact. Un instant, mais cela allumait quelque chose en moi que je n'avais pas ressenti depuis des années.
Il s'éclaircit la gorge et marmonna quelque chose à propos de l'échange de linge. J'ai hoché la tête. Il est parti, et je me suis retrouvée seule avec un morceau de tissu qui m'a soudain semblé être une preuve. Après cela, j'ai tout remarqué. Comment il a commencé à faire du café quelques minutes après moi, sans jamais se chevaucher directement, toujours juste assez pour se croiser dans la cuisine. Comment il a commencé à porter des chemises qui lui allaient un peu trop bien. Manches retroussées jusqu'au coude, veines visibles, comme un rappel désinvolte que la jeunesse n'est pas gaspillée par les jeunes, elle est transformée en arme. Comment j'ai commencé à laisser ma porte ouverte juste assez pour l'entendre bouger dans le couloir ou fredonner une musique que je ne reconnaissais pas. Je me suis dit que ce n'était rien. C'était le fils de Greg. Il souffrait. Il parlait à peine à son propre père, et encore moins à moi. Mais dans les espaces calmes entre les interactions, quelque chose fleurissait. Pas de désir, mais de la reconnaissance. Il me voyait, non pas comme une belle-mère, ni comme une épouse, mais comme une femme. Un matin, je suis entrée dans la cuisine avec une serviette. Ce n'était pas intentionnel. Je venais de sortir de la douche, je me suis souvenu que je n'avais pas démarré le lave-vaisselle et j'ai pensé qu'il dormait encore. Il ne l'était pas. Il était au comptoir, dos à moi, en train de me servir des céréales. Et quand il s'est retourné lentement, surpris, je me suis figée. Il a fait de même. La serviette a légèrement glissé sur mon épaule. Ses yeux s'écarquillèrent. Non pas par horreur, non pas par culpabilité, mais par pure incrédulité, sans filtre, comme si quelque chose de sacré s'était révélé par accident. J'ai remonté la serviette. Il n'a pas détourné le regard. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Aucun mot n'a été prononcé. Mais à ce moment-là, pieds nus, à moitié enveloppé, tenant une tasse en céramique comme un bouclier, j'ai réalisé quelque chose de dévastateur. Je ne voulais pas qu'il détourne le regard. Au moment où la serviette a touché le sol, j'aurais dû paniquer, mais je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas une grande séduction. Il n'y avait pas de musique, pas de lumière de bougie, pas de taquinerie délibérée, juste moi debout dans la faible lumière matinale de notre cuisine, la peau encore humide, le rythme cardiaque plus fort que prévu, et Elia, mon beau-fils, ne détournant pas le regard. Je ne me suis pas précipitée pour la récupérer. Je ne me suis pas enveloppée de modestie. Je me tenais juste là, ni fière, ni honteuse, juste vue. Ses yeux me scrutaient avec une retenue qui, d'une certaine manière, rendait la situation encore plus intense. Il n'apprenait pas. Il ne regardait pas comme un garçon qui vient de tomber sur quelque chose d'interdit. Il m'a regardé comme un homme qui vient de se rappeler comment respirer. J'ai fait un pas en avant. Il n'en a pas fait un autre. Nous étions maintenant à 60 cm l'un de l'autre et la pièce semblait plus petite. L'air était plus épais. Je pouvais entendre le léger accroc dans son souffle. La façon dont sa main se resserrait sur le bord du comptoir, comme si c'était la seule chose qui le maintenait attaché à la version de lui-même qu'il était censé être. « Tu devrais y aller », murmurai-je. Mais ma voix n'avait pas le poids d'un avertissement. Il tremblait, mais pas de peur. « Je ne peux pas », murmura-t-il doucement. J'ai essayé tous les jours. Quelque chose s'est brisé en moi, lentement, comme un fil qui se rompt après avoir supporté trop de poids pendant trop longtemps. Je me suis penchée vers lui. Il est entré. Et lorsque ses mains ont touché ma taille, j'ai tressailli, non pas à cause de lui, mais à cause de la vague de chaleur qui a traversé ma poitrine, comme si la foudre avait trouvé un nouveau refuge. Au début, il ne m'a pas embrassée. Il m'a simplement tenue dans ses bras, et j'ai réalisé combien de temps il s'était écoulé depuis que quelqu'un avait fait cela. Pas de manière possessive, ni par obligation, mais avec révérence. Quand ses lèvres ont finalement trouvé les miennes, elles n'ont rien exigé, elles ont demandé. Et j'ai dit oui à la douleur, au risque, à cette permission imprudente et belle que je m'étais refusée pendant trop longtemps. Il m'a appuyé contre le mur, un bras au-dessus de ma tête, l'autre effleurant ma colonne vertébrale. Mes genoux ont faibli, mais je ne suis pas tombée. Pas vraiment. J'étais déjà tombée. Je veux m'arrêter ici un instant, car si vous êtes resté avec moi jusqu'à présent, si cette histoire résonne en vous, si elle vous a fait sentir vue ou ébranlée d'une manière inattendue, c'est votre moment de soutenir ce qui permet à des histoires comme celle-ci de vivre. Les super chats et les super autocollants ne concernent pas uniquement les dons. C'est une façon de dire qu'il faut continuer, de dire que cela compte. Donc, si c'est le cas, merci. Revenons maintenant à ce moment. Il m'a soulevée, m'a portée non pas dans la chambre, mais sur le canapé, le même canapé où son père s'était endormi un jour en regardant le football le dimanche. Il m'a allongée avec une douceur qui m'a fait piquer les yeux. Puis il m'a embrassée comme un homme qui avait rêvé de cela en silence, qui avait mémorisé chaque centimètre de moi sans jamais oser me toucher. Sa bouche explorait lentement, ses mains mémorisaient, chaque allaitement que je poussais, chaque tremblement était accueilli par le calme et la patience, jusqu'à ce que le calme se transforme en rythme, et la patience en quelque chose de complètement différent.
Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti de perte. C'était comme une libération. Le silence qui suivit fut assourdissant. Non pas parce que c'était gênant ou coupable, mais parce que c'était plein. Ellie était assis au bord du canapé, la tête baissée, les doigts entrelacés, reprenant son souffle. J'ai tiré la couverture sur ma poitrine, non pas pour me couvrir, mais pour sentir quelque chose de doux contre ma peau, quelque chose qui n'était pas lui, quelque chose qui n'était pas de la chaleur. J'entendais maintenant les oiseaux dehors, gazouillant comme si rien n'avait changé, comme si le ciel ne s'était pas ouvert dans notre salon. Je me suis levée lentement, mes jambes tremblantes, non pas à cause de la honte, mais à cause de la façon dont mon corps bourdonnait encore, comme si j'étais encore touchée. Il m'a alors regardée, et je n'oublierai jamais ce regard. Ni affamé, ni fier, ni confus, juste détruit d'une manière à la fois belle et terrifiante. « Je ne voulais pas que cela arrive », dit-il doucement. Je n'ai pas répondu tout de suite, car que pouvais-je dire qui ne nous détruirait pas davantage ? Que je le voulais, que j'en avais besoin, que chaque centimètre de moi attendait que quelqu'un me fasse perdre la poussière de la peau et me rappelle que j'étais plus qu'une habitude et une serviabilité. Au lieu de cela, je me suis assise à côté de lui, le touchant à peine. Ellie. Nous avions franchi une ligne. Il hocha la tête, les yeux rivés sur le sol. Mais peut-être, murmurai-je. C'était une ligne que j'avais trop longtemps approchée. Il se tourna lentement vers moi. Et maintenant ? Cette question, si simple, si humaine, planait entre nous comme un brouillard, dense, toujours réticent à se dissiper. J'attrapai ma robe, la serrai plus fort que nécessaire et me dirigeai vers la fenêtre. L'océan était juste derrière les falaises. Toujours gris, infini comme moi. Je ne sais pas, finis-je par dire, mais on ne peut pas revenir en arrière. Il se leva. Je m'attendais à ce qu'il parte. Au lieu de cela, il s'approcha, s'arrêta à quelques mètres derrière moi, sans me toucher, juste là. « Je ne demande pas d'avenir, » dit-il. « Juste de l'honnêteté. » Je me tournai vers lui. Et si l'honnêteté était la chose la plus dangereuse entre nous ? Il eut un petit sourire triste. Alors, au moins, c'est réel. Le lendemain matin, je trouvai Elia sur le porche, une tasse à la main, scrutant le brouillard comme s'il attendait que la mère lui explique quelque chose. Il ne leva pas les yeux quand je le rejoignis. Il ne leva pas les yeux. Il le fallait. Tout avait déjà été dit entre nous, en chair et en os. « Je pars demain, » dit-il. Finalement, j'ai hoché la tête. Je me suis dit, aucun de nous n'a bougé. Tout ira bien, ai-je demandé. Il a ri doucement. Je ne sais pas. Et toi ? Je n'ai pas répondu, car je n'en étais pas sûre non plus. Cette journée s'est écoulée lentement. Trop de longs silences, trop de non-dits. Chaque bruit dans la maison me semblait plus fort, le tintement d'une cuillère, le grincement d'une chaise. La façon dont sa valise traînait dans le couloir comme une question que je ne pouvais pas ignorer. Ce soir-là, ma sœur a appelé. Elia était resté silencieux. Elle a dit « Tout va bien ?» J'ai failli dire oui. Presque. Mais j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre. Je n'avais pas l'air de quelqu'un qui ment. J'avais l'air de quelqu'un qui se demande si elle dirait à nouveau la vérité un jour. Il grandit, c'est tout. J'ai répondu « Tu sais comment ça se passe ?» Elle a ri. Mon Dieu, raconte-moi. Après avoir raccroché, je suis restée seule dans la cuisine, une main sur la cuisinière, l'autre sur le comptoir, l'autre sur ma poitrine. Mon pouls était toujours là, toujours fort, mais plus lent, comme si quelque chose avait été libéré. Plus tard dans la soirée, il est venu me dire au revoir. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous n'avons pas pleuré. Il m'a juste regardé avec ses mêmes yeux couleur orage et a dit « Tu m'as rappelé que je n'étais pas invisible. » Et j'ai murmuré « Tu m'as rappelé que j'étais toujours une femme. » Il ferma doucement la porte derrière lui, comme s'il ne voulait pas réveiller la version de moi qui avait dormi pendant des années de sa propre vie. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si quelque chose en vous a bougé en lisant ceci, pensez à soutenir ces histoires. Un super chat ou un super autocollant contribue grandement à maintenir cet espace en vie. Ce ne sont pas que des aveux. Ce sont des conversations sur le désir, les erreurs, la tendresse et la façon dont nous retrouvons le chemin de nous-mêmes. Merci d'être ici. Vraiment, la maison semblait différente après son départ. Pas vide, juste plus calme, comme s'il retenait lui aussi son souffle. J'ai lavé la tasse qu'il utilisait tous les matins, plié la couverture avec laquelle il se pelotonnait sur le canapé. Petit rituel, fermeture douce. Mais quand je suis passée devant le miroir dans le couloir, je me suis arrêtée. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas détourné le regard. J'ai vu une femme avec une histoire écrite dans sa peau.
Pas de honte, mais une histoire. Une femme qui s'était laissée toucher, non seulement par les mains, mais par l'honnêteté terrifiante d'être vraiment vue. Je suis sortie. L'air du soir était vif. Le vent tirait sur l'ourlet de mon cardigan et la mer en contrebas rugissait comme elle l'avait toujours fait. Mais j'étais différente maintenant. Non pas à cause de ce qui s'est passé, mais parce que j'avais laissé cela avoir de l'importance. Cette nuit-là, j'ai allumé une seule bougie. Pas pour la romance, mais pour le souvenir. Je me suis assise à la table de la cuisine avec un verre de vin et une seule question dans mon cœur. Et si ce n'était pas une question de bien ou de mal? Et si c'était une question de réveil? Et si ce que nous avons tous peur d'admettre, c'est que nous sommes seuls dans des pièces pleines de gens qui nous aiment? Et si la seule façon de rester en vie était d'être honnête avec ce qui se passe sous la surface? Non, je ne l'ai pas dit à ma sœur. Et non, je n'écrirai pas cela dans un journal pour le cacher au fond d'un tiroir. Mais je me souviendrai de lui, non pas pour ce que nous avons fait, mais pour ce qu'il m'a donné. Permission de ressentir à nouveau, de vouloir arrêter de me replier sur moi-même juste pour être gérable. Et si vous regardez encore, toujours ici avec moi, c'est la partie où je dis que vous n'avez pas tort de désirer la profondeur, de désirer être touché là où personne d'autre n'a osé atteindre, non pas physiquement, mais émotionnellement. Parce que c'est peut-être là que commence la véritable intimité, dans le silence qui suit la vérité. Dans le battement de cœur d'un moment que vous n'auriez jamais pensé avoir le droit d'avoir. Alors, si cette histoire vous a marqué, si vous avez vu un morceau de votre passé ou de votre présent reflété ici, je serais honorée si vous souteniez cette chaîne. Un super chat ou un super sticker est bien plus qu'un simple don. C'est une façon de dire, continuez à raconter les histoires que la plupart des gens ont trop peur de dire à voix haute. Et enfin, à la femme qui regarde cela avec des larmes qu'elle ne peut pas vraiment expliquer, vous n'êtes pas seule. Vous n'êtes pas brisée. Vous n'êtes pas égoïste de vouloir vous sentir vivante. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter de vous excuser d'avoir besoin de plus. Merci de votre écoute. On se reparle bientôt.